Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vocalisée, on va dire. Donc je continue avec les nouveaux textes du pack, et donc cette fois-ci c'est avec le texte 2 qui se focalise sur l'œuvre Le Menteur de Pierre Corneille. Et donc je vais procéder de la même manière pour chaque texte comme le texte précédent, premier texte, c'est-à-dire je vais appliquer la méthode du pack. Donc je vais commencer. Le Menteur. Le Menteur est une pièce de théâtre de Pierre Corneille, fondée en 1644 par les troupes du Marais. Les premières représentations de ce théâtre, les premières représentations, heurtent un grand succès auprès d'un noble public qui recherchait principalement le plaisir, le divertissement. On est toujours dans cette époque voilà, du 16e, 17e, presque 18e siècle. Enfin, là, on est actuellement dans le 7e siècle environ. Enfin, presque voilà, à l'arrivée du 18e siècle. Et à cette époque, pour le théâtre, en tout cas, il y a toujours ce principe du plaquer et docquer, plaire et instruire. Mais de base, quand les spectateurs venaient assister à une pièce de théâtre, c'était surtout pour se divertir, pour s'y plaire. Et de manière à s'y plaire, comment ils pouvaient s'y plaire, c'est par un côté comique. Donc voilà. Et donc cette pièce est du genre baroque, appartient à une comédie de galanterie et d'intrigue. Pierre Corneille en est le metteur en scène, et il met en scène justement le personnage de Dorante, un menteur stratégique et ingénieux qui use justement de cette capacité personnelle, de cette qualité entre guillemets, mais qui va virer sous forme de défaut, de mentir, de faire croire de manière très astucieuse. Il va faire cela pour essayer de communiquer et pour séduire ou manipuler. Et donc dans la première scène, et l'extrait que nous allons étudier ci-contre, l'extrait que nous allons étudier est la suite de la première scène. Et dans la première scène, pour raconter un petit peu, ou pour contextualiser, Dorante revient de la ville de Poitiers, où il a fait des études de droit, et il va voir son valet Cliton pour discuter avec lui, pour échanger, et avoir notamment des conseils et quelques informations sur la vie sociale, la vie mondaine euh, dans Paris. Et notamment, comment s'y comportent les femmes de manière à les séduire. Je vais maintenant lire l'extrait en entier. Donc, bien sûr, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, euh, le texte, enfin, l'examinateur pourra vous arrêter au milieu de la lecture. Donc voilà, mais je vais quand même lire le texte en entier, enfin l'extrait par principe. Donc encore une fois, on est dans le théâtre avec des didascalies, des répliques, etc. Donc c'est parti, je vais lire. Cliton, le tyran par la basque. Savez-vous bien, monsieur, que vous extravaguez? Dorante, tais-toi. Cliton, vous rêvez, dis-je, ou... Dorante, tais-toi, misérable. Cliton, vous venez de Poitiers, où je me donne au diable, vous en revint hier. Dorante à Cliton, te tairas-tu, maraud? Mon dos dans nos succès s'était mis assez haut, pour faire quelque bruit sans beaucoup d'injustice, et je suivrais encore un si noble exercice. N'était que l'autre hiver, faisant ici ma cour, je vis et je fus retenu par l'amour. Attaqué par vos yeux, je leur rendis les armes. Je me fis prisonnier de ton aimable charme. Je leur livrai mon âme et ce cœur généreux. Dès ce premier moment, oublia tout pour eux. Vaincre dans les combats, commander dans l'armée, de mille exploits fameux enflaient ma renommée, et tous ces nobles soins qui m'avaient su ravir cédèrent aussitôt à ceux de vous servir. Isabelle à Clarisse, tout bas. Madame, Alcibe vient. Il aura de l'ombrage. Clarisse, nous en serons, monsieur, quelques jours davantage. Adieu. Voilà pour la lecture de l'extrait. Donc dans la première partie, il y a l'échange entre Cliton, donc c'est l'échange entre Cliton et Dorante, maître valet. Donc Dorante c'est le maître, Cliton c'est le valet. Et dans la deuxième partie, l'espèce de longue tirade poétique est adressée à sa bien-aimée Clarisse. Et donc Isabelle est une suivante, pour recontextualiser un peu, une suivante un peu servante de Clarisse. Et en fait, Clarisse, de base, est mariée, enfin, a un fiancé, Alcippe. C'est pour ça qu'il y aura de l'ombrage, c'est ce qu'elle dit. Et ensuite, Clarisse rétorque, finit par la dernière réplique, par sa réplique à elle, rétorque à Dorante et introduit la suite, pour expliquer un petit peu. Donc voilà, donc, par rapport au texte, nous pouvons justement nous demander comment, à travers cette scène d'exposition, donc qui est la suite de celle que j'ai introduite en introduction, le dramaturge Corneille, Pierre Corneille, révèle-t-il la vraie personnalité de Dorante, qui est le personnage principal.
Et donc, nous pouvons distinguer 3 mouvements. Donc, c'est mieux de dire mouvement, mouvement de texte, ça correspond à des parties. Donc, premier mouvement, un couple maître-valet amusant. Donc, c'est la relation entre maître-valet amusant des lignes 1 à 7. Le deuxième mouvement, la réfutation héroïque et amoureuse, ligne 8 à 20. Donc, ça correspond à la tirade de la part de Dorante adressée à Clarisse. Et enfin, le troisième mouvement qui conclut le texte, fin de la phase de séduction et fin de la fable. Donc, c'est vraiment la fin du texte qui vient conclure cet extrait et introduire, annoncer le reste. Alors, je vais commencer par le premier mouvement. Donc, cette scène commence par l'échange assez vif, marqué par la présence de Sticomiti, donc des répliques brèves et courtes entre maître et valet, donc entre Dorante et Cliton. Ça commence donc, ça met en valeur un aspect comique. Le côté comique commence dès cette première partie, ce premier mouvement. Donc en effet, par exemple, à la ligne 1, la didascalie, le tirant par la basque, donc Cliton, le tirant par la basque, c'est déjà ce mouvement, le fait qu'il le tire par la basque, assister à cette représentation théâtrale peut être assez comique, c'est assez drôle. Néanmoins, ce qu'il faut voir au-delà de ce côté comique qui est assez plaisant pour un spectateur, hein, évidemment, c'est peut-être pour la morale. Car en effet, après cette action de tirer par la basque, Cliton, par le biais d'une question, d'une phrase interrogative, déclare « Savez-vous bien, monsieur, que vous extravaguez ?» Donc la proposition subordonnée relative « que vous extravaguez » indique que pourquoi elle est tirée par la basque, c'est la conséquence, enfin, c'est la cause pourquoi elle est tirée par la basque. En conséquence, c'est parce qu'il extravague, parce que il veut souligner qu'il ment, et peut-être que le tirer par la basque, on peut comprendre ici, on peut supposer que Cliton cherche à attirer Dorante pour, entre guillemets, enfin, avec tout le respect qu'il doit, parce que c'est quand même son valet, essayer, voilà, de le corriger, avec politesse, avec courtoisie, essayer de corriger son maître Dorante et lui faire comprendre qu'il ment. Dorante rétorque, donc dans cet échange avec de Sticomiti, et déclare par un impératif présent « tais-toi », qui marque un petit peu le côté un petit peu sec, un peu brusque du maître. On comprend en tout cas que c'est le maître par déjà le tutoiement, le fait qu'il le parle tout simplement sans courtoisie, sans politesse, tandis que Cliton se met entre guillemets devant lui, enfin il lui parle avec le vouvoiement déjà, la ligne 1, hein, je répète l'interrogation, savez-vous bien, monsieur, que vous extravaguez? Il y a 2 fois le pronom, enfin la deuxième personne du pluriel vous, le pronom personnel vous, qui marque en effet le vouvoiement, la politesse, c'est une marque de politesse. On comprend bien déjà la différence entre guillemets sociale et hiérarchique entre ces 2 personnages. Voilà, Cliton rétorque encore une fois, vous rêvez, dis-je. Donc voilà, par une phrase simple. Donc, il essaye un petit peu de rétorquer encore. Il essaye encore une fois, d'amener à ce raisonnement un petit peu où Dorante pourrait se remettre en question. Donc voilà. Il aimerait que, en fait, enfin, l'intention de Cliton que nous pouvons supposer, que nous pouvons comprendre, relever à travers le texte, c'est que Cliton aimerait que Dorante l'écoute afin que Dorante se corrige son caractère social, on va dire. Pour développer un petit peu, nous pouvons remarquer encore une fois 2 noms communs assez péjoratifs exprimés de la part d'Orante. Donc le premier est le misérable, misérable à la ligne 4 et maraud à la ligne 7, qui sont des noms péjoratifs, surtout maraud qui penche presque sur une insulte, et ça accentue l'importance, entre guillemets, enfin ça accentue le côté un petit peu violent, brusque, exprimé par Dorante à l'égard de son valet. Il est assez sec, assez voilà, brusque. Voilà. Voilà, et enfin, donc ce premier mouvement se termine par la didascalie à Cliton, où Dorante s'adresse à Cliton. Donc là, on était toujours à la première partie, donc le fait que le texte précise que c'est à Cliton, qu'il y a une didascalie qui précise que c'est à Cliton, ça crée un petit peu, encore une fois, pas un effet de rupture, mais plus une aparté, il y a une mise à l'écart. Là, il ne s'adresse pas au public, mais il s'adresse plus en privé à Cliton. On pourrait presque dire, on
on pourrait dire d'une manière synonymiale, enfin avec une expression synonyme. Il lui dit à voix basse, de manière cachée, avec la phrase interrogative, te tairas-tu, Maro? Donc déjà, te tairas-tu, toujours le tutoiement, toujours le côté un peu brusque. Il dit pas pouviez-vous, s'il vous plaît, faire moins de bruit, vous taire. C'est vraiment te tairas-tu. Et il insiste, il l'accentue, comme je l'ai dit avec donc la ligne 17, hein, le nom commun péjoratif, maraud. Même en fait, qui est une insulte. Hein. Maraud, c'est une insulte. Voilà pour le premier mouvement. On entre à présent dans le deuxième mouvement, où là, c'est une longue tirade poétique. Hein, dans l'œuvre de Corneille, c'est souvent les paroles, les répliques sont souvent poétiques. C'est des répliques poétiques. Et cette longue tirade est adressée seulement et seulement à Clarisse de la part de Dorante. Donc voilà, et ça commence à la ligne 8 par le pronom possessif mon suivi du nom commun, c'est le cas de le dire non, qui indique, voilà, qui nous confirme que c'est bien Dorante, lui, qui se nomme face à Clarisse, envers Clarisse. Et en fait, on va voir à travers la didascalie, à travers la tirade, excusez-moi, qu'il va employer plusieurs termes pour se montrer un petit peu comme un homme admirable, honorable à l'égard de la belle Clarisse. Et c'est une manière justement de la séduire. Mais on va voir que encore une fois, là, on va voir qu'il est en pleine action de démonstration de ses talents de grand menteur, imposteur, de trompeur, c'est le cas de le dire. Par exemple, pour agrémenter la tirade poétique, il y a les noms communs court et amour qui riment, donc ça marque voilà, le côté poétique, la poésie, la beauté de sa tirade, mais aussi donc ça montre voilà, faisant ici ma cour, je vis et je fus retenu par l'amour. Ces deux mots qui montrent un petit peu voilà, qui s'agenouille, qui se présente comme un vaillant chevalier devant la princesse, quoi. Il fait la cour devant la belle Clarisse. En fait, pourquoi il vient, quelle est la raison de faire sa cour, le fait qu'il s'adresse à Clarisse, c'est pourquoi? C'est pour parler d'amour, pour lui montrer son amour qu'il a envers elle. Il y a ensuite l'hyperbole, l'exagération. Attaqué par vos yeux, je leur rendis les armes. Ici, on a un langage guerrier très hyperbolique, hein, évidemment. C'est pour confirmer l'idée voilà, qu'il veut la séduire. C'est très guerrier. Et ensuite, voilà, il y a vraiment le champ lexical de la guerre par le participe passé attaqué, par le nom commun arme, par le nom commun prisonnier. Euh, tous ces mots-là aussi. Vaincre dans les combats, commander dans l'armée. Donc le nom commun combat, le nom commun armée, le nom commun exploit. Il y a tout ce, voilà, encore une fois, comme on peut le confirmer, ce langage un petit peu de vaillant chevalier, de guerrier qui vient pour, entre guillemets, sauver sa princesse, ou en tout cas pour lui faire la cour. Et par conséquent, cette stratégie déployée par Dorante cherche à provoquer un petit peu l'attention de la part de Clarisse et peut-être un questionnement, enfin, nous pouvons supposer que Dorante essaye voilà, d'obtenir toute l'attention de Clarisse et peut-être qu'il espère, en tout cas, du moins, enfin, peut-être, oui, il espère, ce qu'elle veut dire, que Clarisse va l'écouter et va essayer de lui répondre de manière adéquate à ses attentes, enfin, va essayer de lui répondre un petit peu de la même manière, sur le même ton, sur la même formulation et sur des idées communes. Voilà, c'est ce qu'il espère en tout cas. Et aussi comment dire, ce champ lexical un petit peu de la guerre, du côté guerrier, laisse sous-entendre par conséquent que Dorante a fait la guerre, ou en tout cas s'est battu, et que par conséquent il a appris un petit peu également durant cette guerre, enfin durant un petit peu ce côté guerrier, à battre, combattre et à défendre surtout, à défendre, à se défendre. Et notamment, quand on dit à défendre, voilà, à défendre quelqu'un, donc là, c'est dans le sens de la protection, ça se lit. Et donc, nous pouvons également supposer, hypothéser, entre guillemets, à travers, donc émettre l'hypothèse à travers cette tirade, qu'il cherche, voilà, à protéger la belle Clarisse. Et nous pouvons remarquer par les infinitifs qui riment d'ailleurs aux deux derniers vers de la tirade, entre guillemets, hein, les vers 19 et 20, lignes 19 et 20, ravir et servir. Donc, et tous ces nobles soins qui m'avaient su ravir. Et la dernière réplique, enfin, cette dernière phrase de la tirade, cédèrent aussitôt à ceux de vous servir. Bon, il y a bien
encore une fois, le pronom personnel de la deuxième personne du pluriel, vous. Voilà. Voilà pour ce deuxième mouvement. On passe maintenant au troisième et dernier mouvement, qui est la conclusion un petit peu de la scène, où il y a l'arrivée d'Isabelle, donc qui est la suivante, une des servantes de Clarisse, qui crée également un aparté. En effet, là, elle s'adresse à Clarisse et elle lui dit clairement tout bas, hein, c'est clairement écrit que c'est tout bas, je cite, Madame, Alcide vient, il aura de l'ombrage. Donc, elle atténue les faits par la locution impersonnelle, il aura de l'ombrage. Enfin, ça veut dire il y aura de l'ombrage, hein. C'est pas lui qui aura de l'ombrage, c'est pas Alcide qui aura de l'ombrage, c'est il y aura, enfin, c'est-à-dire il aura l'ombrage, c'est il va y avoir sûrement une dispute, attention quoi, attention. Parce qu'en effet, Alcide c'est l'amant, hein, pour remettre un petit peu les éléments, enfin pour recontextualiser. Alcide c'est l'amant de Clarisse, et là on constate que par cette tirade poétique, Dorante, il cherche à charmer Clarisse, hein. Par exemple, la ligne 14, je me fis prisonnier de tant aimable charme. Et on retrouve le nom comme un charme, c'est qu'elle veut dire. Donc voilà, donc Isabelle met en garde Clarisse. Donc on constate qu'elle a un rôle un petit peu similaire à celui de Cléton. Cléton, dans la première partie, comme on l'a vu, il était là pour essayer de mettre en garde son maître et pour essayer de le ramener dans le droit chemin, hein. Donc, avec encore une fois, hein, avec et d'escalier le tirant par la basque, il l'amène, il lui demande par la phrase interrogative, c'est au bonheur, monsieur, que vous extravaguez. Voilà. Et Clarisse rétorque, en entendant ce que lui dit Isabelle, c'est pour ça que la réplique est juste après, et rétorque à Dorante, nous en serons, monsieur, quelques jours davantage. Il y a une rupture, adieu. Donc cette rupture, déjà, ça marque la fin du texte, hein, la rupture, voilà, adieu. Adieu, c'est vraiment à la fin du texte, c'est le dernier mot, c'est l'adverbe qui marque la fin. En tout cas, la phrase complexe, nous en serons, monsieur, quelques jours davantage, elle est quand même sur ses gardes. Elle a un peu se met sur ses gardes grâce à l'intervention d'Isabelle, qu'elle a eu tout bas, en aparté. Et elle se met sur ses gardes, elle répond pas, elle se laisse pas surprendre ou prendre dans cette séduction. Voilà, elle dit nous en serons, monsieur, quelques jours davantage. Cette phrase signifie donc, déjà, c'est une introduction à la suite. On sait que du coup, en toute logique, il y aura une suite. Mais au-delà de savoir qu'il y a une suite, ce qu'il faut aussi noter, c'est que ce qu'elle fait comprendre à Dorante, c'est que on verra après s'il est vraiment sincère. En fait, si cette tirade poétique était un mensonge ou était juste une plaisanterie ou une tromperie ou peu importe, ou alors est-ce que c'était bien quelque chose de sincère. C'est pour ça que elle dit cela. Et par conséquent, la suite, c'est les prochains textes. Voilà. Pour conclure, pour parler au niveau des personnages, enfin au niveau des spectateurs, excusez-moi, le texte est très comique, hein, au niveau, surtout au début, avec l'échange un peu de sticomiti entre Cléton et Dorante. Voilà, il y a surtout la mise en scène, hein, la didascalie le tirant par la basque, pareil, le côté comique. Euh, voilà, et puis il y avoir aussi, ça dépend comment c'est présenté, ça va dépendre des représentations, mais la tirade poétique de Dorante, elle est très poétique, et la manière dont lui rétorque Clarisse, euh, sans être trop familier, elle lui fait comprendre que ça l'intéresse pas, quoi. Enfin, que elle se met sur ses gardes, voilà. Alors qu'il a quand même fait une longue tirade qui occupe toute une partie et qui occupe quasiment enfin, c'est un peu la place centrale qui occupe quasiment tout le texte. Donc ça, c'est également un autre point comique. Mais voilà, donc pour résumer, donc voilà, il y a eu d'abord la dispute du couple maître-valet, puis le discours héroïque, amoureux, un petit peu de Dorante euh, à Clarisse. Voilà. Voilà pour ce texte 2 et prochain texte, texte 3. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute. Et aussi, petit détail, donc évidemment, là, le temps n'est plus à chaque fois à 20 minutes, parce que je détaille beaucoup, je développe, mais normalement, le temps, c'est 10 minutes. Donc voilà, ça peut être en moyenne 1 minute, 1 à 2 minutes avec l'introduction. Voilà, il faut toujours présenter un petit peu le contexte, un peu historique et littéraire, il faut parler un peu de l'œuvre, un peu de l'auteur. Puis, c'est la méthode de l'entonnoir, ça découle, hein, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente du texte 1, ça découle sur l'œuvre de manière générale. Parce que la première étape, c'est l'œuvre, quand elle a été créée, dans quel sens, etc. Et après, c'est l'œuvre, le résumé un petit peu de quoi ça parle, qui ensuite découle sur l'extrait.
Et ensuite, on passe à la lecture, problématique, plan et analyse différentes parties avec la conclusion qui résume. Et en fait, en résumant, normalement, ça doit répondre à la problématique qui a été posée au début, dans l'introduction. Puis après, il y a l'ouverture, qui est soit généralement une suite avec les textes suivants, ou alors une comparaison avec d'autres œuvres littéraires. Après, il y a d'autres possibilités. Enfin, voilà. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre attention et votre écoute.